Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de notre présentation, nous allons vous parler de la gestion des ressources humaines au Canada. Donc voici le déroulement de la présentation. Nous allons débuter par une mise en contexte ainsi que les données sur l'immigration et l'emploi. Nous aborderons ensuite le problème de pénurie de main-d'œuvre dans les régions ainsi que l'attrait des grands centres. Ensuite, nous allons parler des problèmes empêchant une bonne intégration, les pistes de solutions envisageables, donc les différents aspects de l'intégration et les différents programmes. Puis nous allons poursuivre avec la comparaison entre le Québec et le Canada anglophone, les programmes d'intégration en place, la francisation et l'anglicisation. Nous allons terminer la présentation avec quelques conclusions. Donc, pour ce qui est de la mise en contexte, l'aspect des ressources humaines que nous aborderons aujourd'hui est la difficulté de rétention de l'immigration hors des grands centres. Nous avons choisi ce sujet puisque l'immigration et l'intégration en emploi aussi est un thème d'actualité chez les Canadiens. Nous sommes intéressés à la façon dont ces derniers sont répartis sur le territoire et avons ainsi décidé d'approfondir la question. Vous pouvez voir sur la diapositive une brève description du Canada à l'aide de différents indices. Pour commencer, c'est bon d'identifier comment quelqu'un peut devenir résident permanent au Canada pour 5 ans. Il existe 7 options pour avoir la résidence permanente. On les appelle processus d'immigration économique. En plus, il se trouve un processus pour les réfugiés. Les résidents permanents, après avoir accompli quelques conditions pendant la résidence, ils sont ensuite prêts pour demander leur citoyenneté. Les séjours temporaires ne sont pas considérés comme des immigrations, tels que les permis de travail temporaires, les étudiants ou les touristes, mais quelques séjours sont valides pour demander la résidence permanente par la suite. Poursuivons maintenant avec quelques chiffres au sujet de la répartition des immigrants sur le territoire. Ce que l'on constate, c'est que dans chacune des provinces, il y a une forte concentration d'immigrants dans les grandes villes. Si l'on prend l'exemple de Toronto, en Ontario, 86 505 des 111 930 immigrants en 2017 envisagent la plus grande ville de la province comme destination. Le scénario est le même dans le reste du pays. Voici maintenant quelques faits intéressants sur l'immigration. On compte environ 20,6% de la population du Canada qui est née à l'étranger, puis l'Asie et le Moyen-Orient sont les principales sources de provenance des immigrants au pays. Voici maintenant un portrait global de l'emploi au pays. Le Canada compte une population active de 19 845 milliers de personnes, dont 18 676 milliers sont en emploi et 1169 milliers sont au chômage, ce qui nous permet d'obtenir un taux de chômage de 5,9% au Canada. On peut constater sur le graphique que les gens en emploi augmentent constamment depuis 2010. Intéressons-nous maintenant à la place qu'occupent les immigrants sur le marché du travail canadien. Selon le bilan de la communauté métropolitaine de Montréal, les immigrants dans cette région ont presque autant de chances d'occuper un emploi que les personnes nées au Canada. Le taux d'emploi chez les immigrants s'élève à 61%, en comparaison à 63,6% chez les gens nés au Canada. Les immigrants arrivés au pays depuis 5 à 10 ans ont un taux d'emploi dans la métropole de 71%, ce qui est supérieur au reste de la population. On note toutefois que le taux de chômage des immigrants reste plus élevé à Montréal en 2017. Le taux se situe à 8,8% en comparaison à 5,7% pour les natifs. Dans d'autres grandes villes au pays, l'écart est encore plus mince. À Vancouver, 5,2% du taux de chômage chez les immigrants et 4,1% pour le reste de la population. Puis à Toronto, les chiffres sont de 6,3 et 6,4, soit un écart d'à peine 1% de plus chez les immigrants. Dans cette partie, on va vous parler des différents attraits des grandes villes canadiennes. Les 3 grandes villes du Canada sont respectivement Toronto, Montréal et Vancouver. Les 3 villes ont une région métropolitaine composée des villes plus proches qui accueillent autant des immigrants comme la grande ville. Les 3 métropoles réunissent pas mal les 35% de la population canadienne. Le plus important attrait est l'approche à ceux qui partagent la même nationalité, culture ou origine. Cette situation favorise une construction rapide de réseaux de contacts, une réduction de l'isolement et s'entourer d'un groupe social. Au Canada habite une énorme quantité de personnes qui ont des origines diverses, quelques groupes plus minoritaires qu'autres, alors quelques groupes ont déjà implanté ces traditions dans les pays.
En plus, quelques communautés se trouvent très bien organisées, établies dans les grandes villes, où on peut trouver les quartiers chinois, la petite Italie, les épiceries spécialisées, les restos, les services religieux, etc. Une liste de pays est fournie dans la présentation pour illustrer que l'immigration attire les personnes des 4 coins du monde. Selon l'étude série thématique sur l'ethnicité, la langue et l'immigration de Statistique Canada, dans les 3 grandes villes se trouvent des groupes de communautés immigrantes assez consolidés, organisés, qui attirent de nouveaux arrivants. À titre d'exemple, dans le tableau, on trouve la quantité de groupes identifiés avec 20 000 personnes ou plus, et on fait la citation des 3 groupes plus nombreux pour chaque ville. Il est important de dire que ces groupes sont conformes pour anciens et nouveaux immigrants. En plus, quelques familles ont une deuxième génération. Parmi les autres attraits des grandes villes aussi, on peut trouver les opportunités d'emploi, les climats, la formation, l'infrastructure, les services de soins de santé et les différents divertissements et loisirs qu'offrent les grandes villes. Les autres attraits sont liés aux grandes variétés d'options qu'un immigrant peut trouver dans une grande ville, que par rapport à une petite ville, les services sont limités ou peu attirants. On a vu les différents attraits qu'offrent les grandes villes canadiennes. Les petites villes ont aussi leurs propres avantages. En effet, selon le rapport des immigrants dans les régions de Statistique Canada, l'intégration des immigrants dans les moyennes et petites villes, aussi dans les régions rurales, réussit rapidement parce que les nouveaux arrivants trouvent moins de difficultés pour s'intégrer dans le marché du travail. Ils trouvent un coût de vie plus abordable qui permet de la croissance économique de la famille. Les salaires sont plus bas que dans les grandes villes, mais les attentes d'arriver à un salaire semblable à ceux d'un Canadien sont plus rapides. 7 ans en région par rapport à 13 ans en grande ville. Le prochain point qu'on va vous discuter, c'est les différents problèmes qui empêchent la bonne intégration de la main-d'œuvre étrangère ici au Canada. Tout d'abord, on a la difficulté de reconnaissance des diplômes venant d'ailleurs. Ceci est représenté par le graphique qui est présenté dans la diapositive. La graphique montre que on a un taux plus fort de chômage pour les immigrants ayant un diplôme venant de l'extérieur du Canada. S'ensuit après un taux moyen de chômage pour les immigrants ayant leur diplôme ici au Canada, avec un faible taux de chômage pour les natifs qui ont eu leur diplôme ici au Canada. Lié à cette difficulté de reconnaissance de diplôme, les études montrent que les employeurs agissent de façon rationnelle en ne reconnaissant pas les diplômes qui sont acquis dans une université non occidentale en raison de la pauvreté et de la corruption dans ces pays. Un employeur aura tendance à écarter une candidature présentant un diplôme d'une université qui lui est inconnue. L'exemple de cas est le cas de Québec, où l'immigrant diplômé d'un pays développé a 60% plus de chances de se trouver un premier emploi qu'un immigrant diplômé d'un pays moins développé. En Colombie-Britannique, cet avantage représente juste les 36%, et en Ontario, là où le taux est plus faible, est de l'ordre de 7%. Après cette difficulté de reconnaissance de diplôme, on a aussi le problème de manque de reconnaissance des compétences étrangères. En effet, les auteurs s'emploient à montrer que les difficultés d'insertion socio-professionnelle des immigrants sont normales, que c'est le résultat d'une interprétation juste et raisonnée de la part des employeurs, comme quoi les travailleurs non occidentaux constituent un capital humain inférieur et incompatible. Le troisième point, qui est à peu près lié aux 2 précédents points cités précédemment, est la chute du rendement de l'expérience étrangère, en affirmant que, de nos jours, peu importe les qualifications, sans expérience canadienne, le marché est fermé. Lié à ces difficultés de reconnaissance de diplômes et de compétences étrangères, il y a le chercheur Philippe Oropoulos qui dit qu'en ajoutant 4 à 6 années d'expérience de travail canadienne sur le CV d'un candidat, le lieu d'obtention du diplôme n'avait plus d'importance. Ce manque d'expérience locale est justement reconnu pour 71,8% des immigrants québécois comme étant un obstacle majeur à leur insertion en emploi. D'ailleurs, c'est ici au Québec que la probabilité que l'expérience de travail étrangère soit reconnue est la plus faible, de l'ordre de 32%, et c'est en Ontario que la probabilité est la plus élevée, à une valeur de 47%.
Un second problème qui empêche la bonne intégration de la main-d'œuvre extérieure ici au Canada est aussi les compétences en communication et les capacités linguistiques. Le graphique présenté ci-dessus nous montre les revenus moyens qui sont élevés pour les diplômés qui sont bilingues en anglais et en français en même temps, qui diminuent au fur et à mesure du nombre de langues parlées, ce qui démontre des bons taux salariaux pour les gens qui maîtrisent à la fois l'anglais et le français ici au Canada. Autre problème qui cause la bonne intégration de la main-d'œuvre étrangère ici au Canada sont aussi le dépeuplement régional, comme dans tous les pays où les jeunes quittent pour les grands centres canadiens comme Montréal, Toronto et Vancouver. Le second point est le processus d'intégration qui est coûteux pour l'entreprise. En effet, dernièrement, d'après les nouvelles, il y a l'entreprise TechnoSub à Rouyn-Noranda qui est en attente d'une soixantaine de machinistes et mécaniciens philippins. L'investissement était élevé jusqu'à 17 000 $ par travailleur, juste pour le coût pour leur apprendre le français, assurer leur intégration au sein de l'entreprise et la communauté, et ce, sans compter les délais de plusieurs mois avant leur arrivée, ce qui constitue un gros investissement pour les entreprises. Un autre problème aussi est la situation d'inégalité sociale. Les revenus d'emploi sont inférieurs, les taux de faible revenu, le chômage, les concentrations sectorielles supérieures à ceux des natifs. L'exemple est le cas qui était en 1980 et qui persiste jusqu'à nos jours avec une variation assez légère, là où les nouveaux immigrants au Canada gagnaient en moyenne 85% du salaire moyen des natifs. Et enfin, le dernier point qui pourrait causer la mauvaise intégration de la main-d'œuvre étrangère ici au Canada est la discrimination directe à caractère raciste. Par la suite, on peut se demander comment on peut favoriser une meilleure intégration hors des grands centres au Canada et au Québec. Tout d'abord, 85% des immigrants au Québec finissent par s'installer dans la grande région de Montréal. Il y a donc une volonté claire de régionalisation qui a comme objectif de favoriser le développement régional en tentant de réduire les effets néfastes du dépeuplement. Les jeunes étant portés à quitter pour les grands centres canadiens, ce qui a un effet néfaste sur l'économie régionale. Le but est donc de réduire les obstacles à l'intégration et à la rétention des immigrants en région afin de pallier aux effets négatifs de ce dépeuplement. Ces obstacles pour l'intégration sont de nature économique, culturelle et professionnelle, pour ne nommer que ceux-là. Il existe plusieurs programmes d'intégration afin de favoriser l'immigration en région. Tout d'abord, le PILI, ou Programme d'intégration linguistique pour les immigrants, vise à faire tomber la barrière linguistique en francisant les immigrants. Par la suite, le Programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi, ou le PRIM, est un programme afin d'aider les employeurs à intégrer les immigrants directement dans leur compagnie. Par la suite, le programme de parrainage existe afin de créer des liens entre les immigrants et la population locale, afin de briser l'isolation des immigrants. Également, il existe des programmes afin de faire venir des travailleurs temporaires en région, par exemple pour l'agriculture, le but étant par la suite de pouvoir les retenir dans la région. Il existe également des investissements afin d'attirer les jeunes immigrants dans les maisons d'enseignement en région, afin de pouvoir les retenir également à long terme. Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec s'est rendu compte qu'il était de sa responsabilité de favoriser l'intégration des immigrants en région. C'est pourquoi il a annoncé plusieurs investissements dans toutes les régions du Québec à peu près, entre autres 1,3 million en Abitibi et en Chaudière-Appalaches, 1 demi-million à Rimouski, 1,3 million à l'Estrie, à la municipalité de Vaudreuil et à Rivière-du-Loup, 384 000 $ au service d'intégration Travail-Outaouais et finalement 814 000 à 2 organismes de la Rive-Sud. Il est intéressant de voir que ces investissements vont autant à des villes, à des MRC, qu'à des organismes plus spécifiques afin d'œuvrer pour une meilleure intégration des immigrants hors de la région de Montréal. Au fur et à mesure que la pénurie de main-d'œuvre s'accélère un peu partout en région au Québec, il est intéressant de voir les différentes approches à l'échelle municipale afin de régler le problème et de favoriser une meilleure intégration et une meilleure rétention des immigrants sur le territoire. Par exemple, Trois-Rivières mise sur la sécurité, la qualité des équipements sportifs, la vie culturelle et la diversité des maisons d'enseignement afin d'attirer les immigrants sur son territoire.
La ville de Sherbrooke, elle, mise sur la proximité des grandes villes, étant avantageusement située entre Montréal et Québec et près de la frontière des États-Unis. Elle possède également une bonne qualité de vie avec la présence d'une université reconnue et d'une diversité culturelle déjà bien établie. Saguenay, finalement, mise sur un faible nombre d'immigrants, donc sur une intégration directe avec la communauté d'accueil, afin d'attirer des immigrants. La qualité de vie et le sentiment d'appartenance à la région sont également des plus pour la ville. Un des plus grands obstacles pour l'intégration des immigrants en région se veut leur incapacité à parler en français. 94% des Québécois utilisent toujours le français au travail. Par contre, on est de plus en plus confronté à des postes où l'employeur exige que le travailleur soit bilingue, soit pour faire affaire avec des clients ou des fournisseurs, par exemple. L'Office québécois de langue française montre d'ailleurs que de plus en plus, les deux langues sont parlées sur le lieu de travail, surtout dans la grande région de Montréal. Il y a donc une bilinguisation qui est de moins en moins le fruit de l'apprentissage d'une autre langue, mais bien une obligation pour obtenir un emploi dans la grande région de Montréal. Donc, 20% des immigrants qui arrivent au Québec ne parlent pas le français. Le fait de pouvoir s'exprimer en anglais au travail constitue pour eux un avantage, mais un désavantage dans le sens où ils n'apprendront probablement jamais le français. Le gouvernement canadien, lui, favorise l'intégration du plus grand nombre d'immigrants, mais parallèlement, il n'investit pas assez dans les services de francisation, donc elle est trop souvent négligée. Il revient donc au gouvernement du Québec de prendre les bouchées doubles afin d'investir et de favoriser la francisation des immigrants, ce qui se veut un objectif afin de mieux les intégrer en région par la suite. Tel que mentionné précédemment, il existe des programmes d'intégration linguistique pour les immigrants qui désirent apprendre le français afin de mieux pouvoir s'intégrer à la société québécoise. Il y a également des cours en milieu de travail pour les personnes immigrantes qui souhaitent apprendre un français plus spécifique pour un certain domaine d'activité. Il y a également des programmes d'aide financière pour l'intégration linguistique des immigrants afin de financer leur séjour linguistique au Québec et également ceux de leur famille. Il y a également un projet pilote de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui consiste à engager des étudiants provenant de l'Université de Montréal, payés afin de se rendre sur les lieux de travail des immigrants pour leur apprendre le français. La loi 101 continue d'avoir une très grande influence sur la gestion des ressources humaines au Québec. Officiellement, toutes les communications entre l'employeur et les employés doivent se faire en français. La loi interdit également à l'employeur d'exiger de ses employés la connaissance d'une autre langue que le français comme condition de sélection, sauf si cela est nécessaire pour un poste où la plupart des clients proviennent de provinces anglophones ou d'autres pays, par exemple. La loi interdit également la prise de sanctions à l'encontre d'un employé pour faute de ne pas maîtriser l'anglais ou toute autre langue. Au final, l'immigration au Canada a besoin d'une réorientation vers les régions où les nouveaux arrivants pourraient réussir plus rapidement leur intégration économique et sociale. Quelques aspects à considérer seraient, par exemple, de réduire les barrières pour les reconnaissances de diplômes et d'expériences acquises à l'étranger qui affectent autant le travail en ville qu'en région. Deuxièmement, il serait important d'adapter les programmes d'immigration en favorisant le choix de l'emplacement en région par rapport au choix d'une grande ville. Également, il serait important de promouvoir une deuxième immigration des grandes villes vers les plus petites villes de région en visant des groupes qui partagent des liens culturels et ethniques pour créer de nouveaux liens en région. Au final, il est important de soutenir des programmes qui cherchent à retenir et à attirer les Canadiens et les immigrants dans les régions.